Vous êtes Marie-Aline Bloch en binôme avec Isabelle Aubert qui est intervenue la semaine dernière à Strasbourg pour des propos à peu près similaires, faire un point sur les politiques publiques telles qu'elles sont engagées en France autour de la question de la santé depuis quelques années. Donc c'est vraiment une vision très panoramique. On va voir quelles sont les volontés au niveau des politiques publiques, les ambitions, parfois très très élevées, comment ça se décline sur le terrain, plus ou moins de manière égalitaire, puisqu'évidemment les territoires ne réagissent pas tous pareil, et comment avec tout ça, les professionnels arrivent à s'engager et à agir de manière efficace sur le terrain. Donc c'est un sujet très intéressant par rapport à ce qu'on a évoqué ce matin, puisqu'on parlait du parcours, de la coordination des professionnels avec des outils numériques, mais ça pose évidemment la question globalement de la volonté publique, et vous aurez bien sûr votre mot à dire, puisque derrière une présentation, vous pourrez intervenir et poser des questions. Alors, à noter que vous êtes donc professeur honoraire de l'école des hautes études, mais alors depuis peu de temps, puisque jusqu'en janvier, vous étiez professeur tout court, et vous avez beaucoup travaillé autour de la recherche, en coordonnant les équipes scientifiques de l'école, et avec un passé auparavant, on en parlait un petit peu à la pause, Institut Pasteur, vous êtes vous-même biologiste, et vous êtes donc vous avez été amené à vous poser ces questions de savoir quelles étaient les politiques en France et comment ça fonctionnait. Avec un passage à la CNSA comme directeur scientifique, donc où j'étais proche, on va dire, des décideurs. C'est peut-être le point par lequel j'aurais dû commencer, parce que c'est là où vous avez été peut-être la meilleure observatrice des politiques, comment elles se construisent et comment ensuite on essaye de les diffuser au niveau national. Voilà. Ce que je vais expliquer, c'est un peu ce qui s'est passé depuis 2013. Nous avions publié avec ma collègue sociologue Léonie Hainaut un livre « Coordination et parcours ». Donc l'année dernière, donc j'ai publié un rapport suite à 6 ans de travaux de recherche, donc grâce au financement de la CNSA, sur les dispositifs d'appui à la coordination, et avec un mot un peu provocateur de millefeuille à la française. Donc ce rapport, vous pouvez aller le consulter, il est en ligne depuis le mois de juin. Et on s'intéresse autant dans ce rapport à la santé des personnes, des professionnels et des territoires. Alors, mon intervention va se dérouler donc en 3 parties. D'abord, une brève histoire des politiques publiques, donc de la coordination, en essayant de mettre en évidence les enjeux anciens et actuels, sachant que donc là vous avez la synthèse de la synthèse dans cette diapo, que notre constat, c'est qu'il y a un décalage entre les pouvoirs publics et les acteurs, les professionnels de terrain, et qu'il faut trouver un moyen de réaccorder ces pouvoirs publics avec ces professionnels. Deuxième partie, donc autour du déploiement des dispositifs de coordination donc en région, dans les territoires. Donc derrière la notion de dispositif de coordination, il y a les CLIC, les réseaux de santé, les PTA, les MAIA et donc les DAC sur le territoire français, avec le constat qu'il y a une grande disparité dans ce déploiement, et j'essaierai d'en donner quelques clés, et qu'il y a une nécessité d'avoir un accompagnement de ces territoires, comme on le fait par rapport aux personnes qui sont dans des situations complexes plus ou moins importantes. Eh bien, on a des territoires qui sont dans des situations entre guillemets, de complexité plus ou moins importante. Troisième partie, autour des professionnels, et notamment de l'exercice de la coordination, qu'elle soit clinique ou au niveau de la coordination territoriale, donc plus institutionnelle, et avec les enjeux de ces nouvelles fonctions qui apparaissent depuis un certain nombre d'années. Et donc là, nous appelons dans notre rapport à clarifier et à promouvoir le rôle de ces différents types de professionnels, de la coordination, et de leur envoyer des signaux de reconnaissance. En tout cas, plus forts que ceux qu'il y a actuellement. Alors, je vais commencer par une première partie, donc autour donc à la fois des concepts et des politiques publiques, avec donc ce changement de paradigme qui est apparu donc il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que ça,
celle de parcours. Alors, on est passé donc d'une logique de l'acte à une logique de parcours. Alors, pour commencer, c'est bien de repartir de la base et donc des personnes. On va partir de l'histoire de Monsieur X. Alors, Monsieur X, on va voir 4 étapes dans son parcours. Donc la première, c'est Monsieur X est un patient diabétique et il a un accident ischémique transitoire, un AIT, et il va donc via l'orientation par son médecin traitant être orienté vers un neurologue. Et va avoir une prise en charge très codifiée. On sait ce que l'on doit faire dans ces situations-là. Et la coordination exercée par le patient lui-même. Deuxième épisode, Monsieur X, quelques mois plus tard, fait un AVC. Donc, il va nécessiter une prise en charge avec de multiples acteurs, qui elle-même est aussi codifiée, et qui va nécessiter une coordination plus poussée. Et là, c'est l'épouse de Monsieur X, qui est l'aidante, qui va opérer cette coordination. Troisième étape, apparaissent des troubles cognitifs et on va avoir donc un besoin croissant d'aide à domicile et aussi d'aller en accueil de jour. Et la coordination, donc là, va être professionnalisée avec l'intervention d'un clic. Et puis, la dernier épisode, les troubles du cognitif s'aggravent, dégradation de l'état de santé, donc il y a pose de diagnostic d'une démence. Et il faut adapter la prise en charge à domicile, sachant que et préparer le passage en EHPAD parce que l'épouse, évidemment, comme souvent, s'épuise. Et donc, il va falloir aussi l'accompagner. Et là, on a un cumul de problèmes avec des dimensions aussi sociales. Et donc, on va avoir intervention par le DAC avec un gestionnaire de cas qui va intervenir. Donc ça s'est passé en Île-de-France. C'était avant la mise en place complète des DAC. Donc c'était encore la Maya qui fonctionnait à l'époque. Mais bon, ça revient à ce qu'on appelait le gestionnaire de cas dans la Maya. Voilà, donc on voit un parcours singulier. Chaque histoire est un peu unique du fait de la combinaison de plusieurs problèmes. Et en même temps, c'est banal. Mais c'est emblématique des enjeux des parcours et de leur traitement par les pouvoirs publics. Donc on voit qu'en fonction du temps du parcours, on n'aura pas les mêmes besoins de coordination pour la personne. Alors, de manière plus générale, quand on regarde une personne avec son entourage, quels sont ses besoins ? Ils sont multiples. On va avoir des besoins de prévention, ça a été évoqué ce matin avec la responsabilité populationnelle. On va avoir des besoins en soins, des besoins d'accompagnement, des besoins en participation sociale, en accessibilité, et puis de manière plus globale, de bénéficier d'un environnement favorable à la santé dans le cadre d'une promotion de la santé. Alors, il existe fort heureusement de nombreux services, établissements professionnels sur chaque territoire qui vont pouvoir répondre au moins en partie à ces différents besoins. Donc là, vous avez aussi bien l'hôpital avec ses différents services, vous avez tous les libéraux, vous avez des structures du médico-social, vous avez la maison départementale des personnes handicapées, vous avez le conseil départemental, la HAD, les services à domicile, les SIAD, les SAMSA, etc., plus tous les acteurs pour favoriser la participation, l'école, l'emploi adapté,
etc., etc. Donc ça fait de nombreux acteurs qui sont donc, puis il y a aussi les réseaux de santé, tous les acteurs de la coordination. Et donc en fait, c'est une multitude de services et il s'en crée chaque jour de nouveaux, avec une répartition très inégale selon les territoires. On va avoir des territoires où il y aura une offre abondante, voire avec une forte concurrence entre les différents acteurs, et à l'inverse, des territoires qui vont manquer cruellement, soit quantitativement, voire qualitativement, des compétences nécessaires pour répondre aux besoins des personnes. Et ça peut générer des problèmes de coordination et de lisibilité, aussi bien pour les personnes, pour l'entourage, que pour les professionnels. Donc, revenons donc au concept et aux politiques publiques. Donc, petite définition très simple de la coordination. L'action de coordonner et l'harmonisation d'activités diverses dans un souci d'efficacité. Donc ça, c'est générique, quel que soit le secteur. Dans le domaine de la santé, la définition de Donabédian, c'est la coordination des soins est un processus par lequel les éléments et les relations impliqués dans le soin, pendant chacune des séquences de soins, sont en cohérence ensemble dans une conception vue de manière globale. Donc on a à la fois cette notion de processus, cette notion donc de différentes étapes, et le fait qu'il y a une cohérence d'ensemble qui doit s'exercer. C'est pas juste la juxtaposition de différentes actions. Donc importance de l'efficacité aussi. Alors le parcours, quand est-ce que cette notion est apparue? En fait, implicitement, elle apparaît avec la réforme de l'assurance maladie en 2004, avec la structuration des soins de premier recours, avec cette notion de médecin référent. Et puis l'année d'après, avec la loi handicap de 2005, la notion de projet de vie est mise en avant dans la loi, et donc implicitement cette notion de parcours de vie, avec la promotion d'une nouvelle réponse globale des besoins des personnes, où on prend en compte aussi bien les problèmes de santé, mais aussi tout ce qui permet à la personne de pouvoir exercer sa citoyenneté, continuer autant que faire se peut, avoir ses activités en fonction de son âge. Et on a en parallèle, au niveau international, notamment dans le monde anglo-saxon, plusieurs notions qui ne sont pas exclusives. Toute une structuration, on va dire, autour de ce que les Anglais appellent les clinical care pathways, donc parcours de soins cliniques, qui est une version, on va dire, standardisée, qui essaye un peu de normer les parcours. Tout à l'heure, j'ai parlé d'AVC. Voilà, comment ça se passe? Eh bien, on va orienter vers une unité neurovasculaire, va y avoir éventuellement une thrombolyse ou pas, et puis après, il va y avoir un temps de réadaptation, etc., retour à domicile, etc. Alors là, vous voyez pas le dessin, c'est juste pour montrer, c'est une sorte d'arbre de décision. Donc c'est la Haute Autorité de Santé en 2009 qui a publié ces arbres de décision consensuels avec les sociétés savantes, avec les acteurs spécialisés par type de parcours. Et donc ça, on a une approche orientée process. En parallèle, on a une autre approche, plus systémique, qui s'est développée, qu'on appelle le chronic care model, qu'on peut traduire par le modèle de soins chroniques, qui dit en résumé que le système de santé, finalement, il est là pour aider à prendre les bonnes décisions, à apporter des prestations et à permettre des échanges d'informations entre les différentes parties prenantes pour soigner la personne, donc qui est quelqu'un qui doit être le plus actif de sa situation et en interaction avec une équipe de soins qui va proposer et qui va accompagner, soigner la personne.
sans qu'il y ait de domination de l'un par rapport à l'autre. C'est une interaction, on va dire, positive, qui va faire que le soin va se passer au mieux. Et ce système de santé baigne dans un environnement plus large, qui est la communauté, l'environnement de vie, où on peut avoir l'intervention aussi d'acteurs associatifs, d'ONG, enfin ça va dépendre des domaines, et puis tous les acteurs du quotidien, les commerçants, les acteurs du transport, etc., qui vont plus ou moins faciliter la vie des personnes. Donc là, on est orienté acteurs et ressources et compétences. Et puis, il y a une troisième approche, donc celle où on part plus de la perspective de l'usager, où on va parler plus de trajectoire de vie et de besoins de la personne, et donc de ses habitudes de vie, parce que pour deux personnes qui ont exactement le même problème de santé, ils n'auront pas forcément les mêmes goûts, pas forcément les mêmes aptitudes intellectuelles, etc. Et donc, il va falloir adapter le parcours à ses spécificités, personnaliser la réponse aux personnes. Alors, on peut résumer, donc voilà, c'est un peu ambitieux, mais voilà, c'est ma façon de résumer les grandes évolutions de notre système de santé ces dernières années. Donc, on est d'abord passé d'une approche par maladie ou handicap à une approche plus populationnelle. On s'intéresse à une population qui va, par exemple, prendre les personnes âgées de plus de 75 ans, qui peut avoir plusieurs pathologies et qui peut avoir des facteurs de risque divers, qui peut avoir des problèmes de précarité, etc. Donc, on va regarder les choses de manière plus globale. Donc, si on prend la pyramide de Kaiser Permanente, alors Kaiser Permanente, c'est une structure non lucrative aux États-Unis, donc qui assure des personnes et qui a donc fait le choix d'organiser les soins en fonction du degré de complexité des besoins des personnes. Donc, vous voyez en bleu clair la majorité de la population qui va avoir des besoins simples, ponctuels. Quelqu'un qui se casse une jambe, il va peut-être avoir une petite opération, rentrer chez lui, etc. Ou un suivi dentaire. Voilà. Donc ça, c'est les soins primaires. Et puis, des interventions ponctuelles vont suffire. La deuxième partie de la pyramide qui est en bleu foncé, à peu près 30%. Donc là, c'est les personnes qui vont avoir des besoins un peu plus complexes. Tout à l'heure, si je fais le parallèle avec le monsieur X, c'est quand on a eu le clic qui intervenait, c'est qu'on avait déjà de la polypathologie, avec des problèmes où il y a vraiment besoin d'articuler et où les dents peuvent commencer à être dépassées. Et puis, le haut de la pyramide, donc plus rare, heureusement, tout le monde n'arrive pas à ce niveau-là, où là, la situation devient vraiment très complexe. On peut ne pas avoir des dents ou un aidant qui lui-même est en grande difficulté. Et là, il faut pouvoir dédier un professionnel comme le gestionnaire de cas à l'accompagnement de la personne. Donc, c'est pour ça qu'on a ce deuxième niveau, donc c'est ce que je viens d'expliquer, de réponse graduée selon la complexité des besoins des personnes. Et donc, en fonction de ces besoins, on aura donc les professionnels de soins primaires isolés ou regroupés, les clics, les réseaux, alors maintenant c'est les DAC, c'est plus les réseaux, les SAMSA. Et puis, historiquement, on n'avait pas de réponse, et donc on a eu un passage donc en 2009, à partir de 2009, de la coordination à ce qu'on a appelé l'intégration des services, donc qui était notamment portée par la méthode Maya, mais qui était que dans le champ des personnes âgées ou des personnes avec une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Et donc les gestionnaires de cas Maya, donc, qui pouvaient répondre à ces situations très complexes.
Ensuite, donc, on arrive au parcours. Donc, on a eu programme emblématique, donc le programme PAERPA pour personnes en risque de perte d'autonomie, et qui est venu en appui des acteurs de soins primaires, notamment quand les situations évoluent vers une situation plus complexe, notamment pour les aider, ces professionnels donc, qui étaient réunis en coordination clinique de proximité. Donc il y avait même un soutien financier, enfin une rémunération apportée pour la réalisation des plans personnalisés de santé. Donc appui réalisé par la coordination territoriale d'appui, qui a donné ensuite, on va le voir, les plateformes territoriales d'appui, et ensuite qui s'est fondue dans le DAC. Et donc voilà, donc la plateforme territoriale d'appui. Et donc, dernière étape, enfin en tout cas l'étape la plus récente, une organisation à la fois systémique, donc qui pense vraiment à tous les types de situations, et aussi polyvalente, c'est-à-dire qui s'adresse à tout type de public. On n'est plus restreint aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. On répond à l'ensemble des situations, évidemment pas tout seul, en lien avec subsidiarité, avec tous les acteurs du territoire. Donc c'est là que le DAC intervient pour les situations donc, les plus complexes, qui s'articulent avec les autres acteurs, et aussi les CPTS, qui ont un rôle très important pour fédérer les acteurs de soins primaires et apporter un premier niveau aussi de coordination avec évidemment des interactions qu'on va voir de plus en plus fortes entre DAC et CPTS. Alors, pour mettre de manière opérationnelle en place une approche parcours, parce que bon, moi j'ai observé ça avec mon regard de chercheur et j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu incantatoire au début. Bon, on va faire du parcours, mais ça veut dire quoi concrètement? Voilà, je suis un professionnel avec des bonnes intentions, je veux faire du parcours, qu'est-ce que je dois faire? Bon, ça veut dire que je dois me soucier de la continuité, de la prise en charge, qu'est-ce qui s'est passé avant, après, des besoins de la personne, tout ça. Mais moi, tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, en fait, j'en suis arrivée à proposer, à partir de tas de modèles qui ont été développés en France et au niveau international, à une sorte d'ordonnance pour permettre à notre système de santé de mieux soigner et accompagner les personnes. Donc, dans cette ordonnance, on a 3 parties. Une première partie donc, qui va être plutôt au niveau donc, organisationnel. Ça veut dire donc avoir une approche populationnelle, comme ça a été évoqué tout à l'heure, avec la notion de co-responsabilité, c'est-à-dire que chaque professionnel a une part de responsabilité, mais il n'est pas tout seul pour répondre aux besoins de la personne. Alors, pour certains besoins, il peut tout à fait tout seul le faire, mais dans un certain nombre de cas, il ne peut pas. Et donc, c'est là où il a besoin de s'articuler avec d'autres. De gouvernance partagée, ça veut dire que les acteurs sur un territoire se connaissent, apprennent à travailler ensemble et définissent des règles communes sur la manière de fonctionner. La place des usagers et de leur entourage, que ça soit au niveau individuel, évidemment, de demander à la personne voilà, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, mais aussi à un niveau plus de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, de participer aux stratégies sur le territoire, d'adaptation du système de financement pour qu'il soit non seulement pas désincitatif de la coordination, parce que par exemple la T2A actuelle n'encourage pas forcément à la coordination, et donc au contraire favorise. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des expérimentations ces dernières années, notamment dans le cadre de l'article 51, pour trouver des moyens que notamment les temps de coordination soient rémunérés et qu'il y ait un avantage à travailler en équipe.
Autre point qui est très largement évoqué aujourd'hui, les outils et systèmes d'information partagés. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et enfin, le déploiement d'une offre parfois donc interstitielle, intermédiaire, complémentaire à ce qui peut exister. Donc j'en donne un exemple que vous connaissez bien, par exemple les équipes mobiles extra-hospitalières, la télémédecine, voilà, tout ce qui va permettre de faire le lien entre différents secteurs ou va permettre de gérer mieux certaines transitions. Deuxième volet autour de cette ordonnance, c'est le rôle des professionnels. Donc avec, et ça on le verra dans la dernière partie de ma présentation, avec des fonctions dédiées donc à la démarche parcours, une formation, une qualification des professionnels, parce que ça ne s'invente pas, et enfin des temps à l'interprofessionnalité et la formation aussi à cette interprofessionnalité. Et enfin, donc, en termes d'accompagnement des acteurs et des organisations, la notion de diagnostic partagé, c'est-à-dire que il faut à un moment ou à un autre se demander quels sont les besoins du territoire, de la population, quelles sont les compétences disponibles et quel est le gap qu'il peut y avoir entre les deux et comment est-ce que petit à petit on peut arriver à combler ce gap, peut-être en faisant mieux travailler certains types d'acteurs, en se répartissant peut-être mieux les rôles, en ouvrant peut-être certaines permanences voilà, de temps d'ouverture de certains services. Donc de la conduite de projet global. Et enfin, derrière tout ça, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de conduite de changement qui est à adapter au contexte territorial, où par exemple, on va prendre en compte le fait qu'il y ait déjà des initiatives, il y a déjà depuis des années certains acteurs qui travaillent ensemble, de capitaliser sur tout ce qui existe et pas faire comme si ça n'existait pas, ce qui peut être très décourageant pour ceux qui se sont battus depuis des années pour faire avancer les choses. Alors, ce graphique représente, alors c'est toujours un peu impressionnant quand on le voit pour la première fois, sur deux axes. Donc, on a l'axe horizontal donc, qui représente la dimension soit très médicale, soit très sociale des prises en charge, et puis verticale, des situations, on va dire, simples, standards, à des situations très complexes. Et donc, j'ai positionné sur ces deux axes les différents acteurs. Donc on voit qu'on a en bas à gauche, donc on est plutôt dans du sanitaire, donc plutôt relativement simple, tous les acteurs de soins primaires, qu'ils soient en exercice isolé ou regroupés. La CPTS, donc, qui a été donc, créée par la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, donc qui est là pour fédérer ces acteurs avec aussi les acteurs du médico-social. Et puis, donc en vert, on a les acteurs, on va dire hospitaliers, ou les émanations de l'hôpital. Bon, là, c'est l'exemple des personnes âgées, donc pour ça que je mets filière gériatrique, avec les GHT. Et puis, on va avoir en mauve les acteurs du médico-social, établissements ou services. Donc on a les services à domicile, on a les SIAD là, qui sont cachés, donc les EHPAD évidemment, non les SIAD ils sont là, les CLIC quand ils existent, les CCAS, et donc avec donc là donc ce que j'ai marqué maison de l'autonomie, donc finalement qui n'existe pas encore, enfin ou qui peut exister un peu sur certains territoires, mais avec notamment ce fameux service public territorial de l'autonomie qui devrait voir le jour prochainement pour essayer de mieux fédérer les acteurs dans ce niveau-là. Donc ce qui devrait faciliter, on va dire, à terme, le travail des professionnels en ayant moins d'acteurs divers à articuler. Alors, donc on a une animation territoriale donc, qui est menée par la CPTS,
Et puis, donc aussi par le DAC, évidemment, il y a des intersections. Les uns participent à celles de l'autre pour que ça se passe au mieux. Voilà, le service public territorial de l'autonomie. Voilà. Alors évidemment, on peut quand même s'interroger. Il y a quand même beaucoup de flèches et on peut encore certainement beaucoup simplifier. Donc là, c'était un autre humoriste qui avait fait ce dessin lors d'un colloque où j'étais intervenue. Donc voilà. Alors, juste si vous voulez en savoir plus sur ces différents éléments de l'ordonnance, donc j'ai réalisé donc plusieurs vidéos qui sont accessibles sur Internet. Donc vous en avez les liens. Donc vous aurez accès à ce PowerPoint. Donc vous pourrez facilement aller rechercher ces vidéos si vous le souhaitez. Donc deuxième donc partie sur les politiques publiques. Donc en fait, ce que je disais, c'est il faut réaccorder les pouvoirs publics avec les professionnels de terrain. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, bon, on est arrivé au DAC. Dans le champ des personnes âgées, c'est certainement un gros progrès, puisque finalement, bon, même s'il reste des clics selon les départements, ils sont dans le DAC ou pas. C'est quand même plus simple que d'avoir réseau, Maya, PTA, CTA, etc. Donc, par contre, dans le champ du handicap, vous allez le voir, ça reste très complexe. Alors, j'ai essayé de faire une synthèse dans ce tableau. Donc, je vais vous expliquer, parce que vous ne pouvez certainement pas lire tous les détails. Mais vous avez en orange, en haut, ça c'est le secteur des personnes âgées. Donc on voit, donc ça c'est les années, donc on commence dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2023. On voit donc que les clics ont été créés dans les années 2000 et donc ils continuent à fonctionner sur un certain nombre de territoires. Par contre, la méthode Maya, le programme PAERPA, les réseaux de santé gérontologiques, eux, n'existent plus et se sont fondus dans les dispositifs d'appui à la coordination. Alors, il y a des réseaux de santé qui étaient spécifiques, soins palliatifs, cancéro, diabète, donc qui aussi se fondent dans ces DAC et ces PTA, donc qui étaient donc les PTA étaient déjà pour les situations complexes, quel que soit l'âge. Voilà, donc là, on voit que le paysage c'est bien simplifié si on regarde vers le haut. Par contre, si on regarde en dessous, donc là en bleu, c'est tous les acteurs du handicap. On avait, alors pas très nombreux, mais quand même il y en avait, des réseaux de santé dans le champ du handicap. Bon, ceux-là, ils fusionnent dans les dispositifs d'appui à la coordination, sauf à ce qu'ils soient transformés en autre chose. Et puis, on a eu dans le champ des maladies rares des plateformes, des filières, des centres de référence qui existent toujours, des équipes relais handicap rares, la réponse accompagnée pour tous, les pôles de compétences et prestations externalisées, ce qu'on appelle les PCE, les plateformes de coordination et d'orientation pour les troubles neurodéveloppementaux, et puis les communautés 360 et encore, très récemment, les facilitateurs à l'autodétermination. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a toutes ces couches qui existent et qui, pour avoir échangé avec pas mal d'acteurs du champ du handicap, vraiment complique les choses pour les professionnels déjà qui sont dans ces services parce qu'ils ne savent pas qui fait quoi, et puis évidemment pour les acteurs et les familles et les personnes en situation de handicap. Alors, deuxième point, c'est que la trajectoire des réformes pour les dispositifs de coordination en fait, semble être inachevé. Donc, pourquoi je dis ça ? En fait, si on fait un tableau, donc j'ai essayé pour quelques dispositifs, on va dire, emblématiques. Alors, j'ai rajouté les équipes APA des conseils départementaux et la MDPH. On se rend compte que les questions d'articulation, alors vous voyez des petits smileys. Donc, les smileys rouges, c'est quand ça n'a pas bien fonctionné. Les smileys en noir neutre, bon, c'est plus ou moins, c'est partiellement atteint, on va dire. Et vert, là, c'est complètement atteint, on est content.
Donc, des questions d'articulation, de l'accomplissement des missions qui étaient prévues dans la loi, d'évaluation d'impact et des fondements scientifiques, on voit qu'on a quand même pas mal de rouge et très peu de vert. Hein, et on est, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe, hein, on va essayer de comprendre pourquoi on a ça. C'est qu'en fait, si on considère trois niveaux, donc on a le niveau des ambitions des politiques publiques, ce qu'on pourrait appeler le travail idéal, le niveau des structures en charge de conduire ces politiques publiques, qui vont être, par exemple, les responsables de ces différents dispositifs, ou les tutelles aussi, les ARS, les conseils départementaux. Et puis enfin, les professionnels eux-mêmes de terrain, on voit qu'il y a un décalage, si on regarde dans le temps, par rapport aux attentes, la réalisation des objectifs. En fait, qu'est-ce qu'on observe? C'est que souvent, et c'est assez étonnant, on va mettre la pression pour faire sortir un plan d'action. Enfin, moi, j'ai été dans des instances du ministère et tout ça, les gens, ils travaillent à fond et tout, puis ça y est, il y a un rapport, il y a un nouveau plan, etc. Et il y a un temps de latence pour que ça s'installe sur le terrain, pour que les gens se mettent d'accord, pour qu'on recrute un chef de projet, etc. Il y a le turnover des professionnels aussi, parce que dans beaucoup de ces structures de coordination, il y avait beaucoup de CDD. Bon, ça s'est un peu atténué avec le temps, mais qui fait qu'à chaque fois, il faut retrouver quelqu'un, il faut former la personne, et puis surtout reformer le réseau informel. Il y a des rôles à ajuster, il y a des situations conflictuelles. Il y a, alors ça c'est un point important, des outils qui ne sont pas disponibles, c'est-à-dire que là, on parle des outils pour pouvoir que les DAC puissent bien fonctionner. Bon, là, ça commence à arriver, mais c'est tout nouveau, puis toutes les fonctionnalités ne sont pas encore au point. Et dans le passé, c'était encore pire. Hein. Les Mayas, elles n'avaient pas leur outil, PAERPA, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc, on demandait un peu l'impossible aux acteurs. Et puis, les formations pas disponibles, en tout cas... formation développée de manière bien pensée au niveau national. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que on a voulu, dans chaque étape, alors au début, on a voulu faire de la coordination, de l'intégration, du parcours et maintenant de la polyvalence. Ça se fait pas en 2 ou 3 ans, quoi. Chaque étape demande plus de temps qu'on en a laissé aux acteurs. Par contre, point plus positif, c'est que moi, ce que j'ai vu vraiment un grand changement entre le moment où j'étais directeur scientifique à la CNSA et aujourd'hui, c'est que la concertation s'est améliorée au niveau national entre les différentes directions de ministère, entre la direction générale de l'offre de soins, la direction générale de la cohésion sociale, la CNSA, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc ça, c'est quand même un plus. Vous me direz, ça serait évident que ça se fasse, mais c'était pas si évident que ça. Mais malgré tout, donc, c'est un fossé qui s'est creusé depuis une vingtaine d'années entre les ambitions des pouvoirs publics et les capacités des acteurs, des dispositifs de coordination au risque d'un épuisement et de découragement, sachant que les moyens aussi ont été diminués, mais à tous les niveaux, et que c'est plus simple. Tout à l'heure, je discutais avec Marie-Gabrielle, les moyens ils sont limités à tous les niveaux et ça peut compliquer la vie à tous les niveaux. Alors nos propositions, c'est de viser une simplification des dispositifs de coordination dans le champ du handicap. Donc il ne faut pas attendre 20 ans pour simplifier. Et profitons de la mise en place du service public territorial de l'autonomie qui sera dans le champ des personnes âgées du champ du handicap pour le faire. C'est de préciser aussi le rôle du DAC par rapport aux démarches inclusives. C'est pas quelque chose qui a été très clairement identifié, alors que dans le champ du handicap, on parle beaucoup d'inclusion. Donc là, et en donnant les moyens aussi aux acteurs, notamment donc pour les personnes âgées. C'est ralentir les réformes. Bon, maintenant, c'est bon, on a des DAC, on a des CPTS.
Bon, il y a le service public territorial autonomie, mais voilà, il faudrait peut-être consolider, pouvoir travailler sur aller jusqu'au bout de ces systèmes d'information et bien former les gens pour pas décourager les acteurs, parce qu'au bout d'un moment, ils vont vraiment aller faire autre chose, comme certains professionnels de santé sont en train de le faire pour d'autres raisons. Donc favoriser aussi un temps d'observation sur le terrain pour des représentants des tutelles et diminuer leur turnover. Nous, on a observé, parce que j'ai oublié de dire, on a fait avec une équipe de chercheurs aussi l'évaluation de la mise en place des DAC en Île-de-France pour l'évaluation du projet régional de santé. Et on a été surprise de voir à quelle vitesse les chargés de mission ARS se tournaient et tous les problèmes que ça pouvait générer quand il faut, pour les équipes de terrain, renouer avec une nouvelle personne qui débarque, qui ne connaît pas les autres personnes de l'ARS avec qui elle doit s'articuler. Et aussi le fait que c'est des personnes qui ont beaucoup de travail et la première chose qu'ils arrêtent souvent, c'est d'aller rencontrer les acteurs sur le terrain. Et donc il y a une perte, on va dire, de connaissance des réalités des acteurs de terrain. Évaluer aussi les processus pour savoir si on va dans la bonne direction, notamment alors les évaluations d'impact, c'est assez lourd, mais on peut déjà au moins évaluer la satisfaction des bénéficiaires. Donc bénéficiaires au sens à la fois des usagers, des patients, des personnes handicapées et les professionnels. Et puis mettre en place donc les observatoires. Donc ça a été évoqué ce matin, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Des pratiques inspirantes. Alors les pratiques inspirantes aussi, pas que les problèmes, aussi les choses qui marchent. Et voilà, et aussi favoriser des recherches-interventions qui permettent de la réflexivité et des retours d'expérience utiles à tous. Donc je vais aller plus vite sur cette deuxième partie, puis on aura un temps de débat, parce que je ne voudrais pas vous endormir trop. Donc sur ce qui se passe sur les territoires. Donc là, il se trouve que j'ai conduit 2 vagues d'enquête nationales, donc l'une en 2019, donc à partir des pilotes Maya, donc avec le soutien du collectif des pilotes Maya à l'époque. Donc c'était restreint au champ des personnes âgées. Et en 2020, pendant l'épidémie de Covid, donc pendant le début de l'épidémie de Covid, donc j'ai conduit une enquête auprès de l'ensemble des dispositifs de coordination, réseau, CLIC, Maya, PAERPA, équipe relais handicap rare. Et donc ça s'était fait à la demande de la Direction générale de l'offre de soins et en partenariat avec la FACS, la fédération, donc au niveau national, qui correspond à codage au niveau de votre région. Et donc on a obtenu beaucoup d'informations, dont celles que je vais vous présenter là maintenant. Et on s'est aperçu qu'il y avait un déploiement très hétérogène des dispositifs de coordination. Donc vous avez ce graphique, dont vous voyez surtout les couleurs. Donc en fait, ce que l'on a ici, c'est donc toutes les régions de France, donc qui sont indiquées en bas, là, à commencer par le Grand Est. Il se trouve que vous êtes la région où il y a le plus de dispositifs de coordination, l'Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, etc. Et les couleurs, qu'est-ce que c'est? Alors, en bleu clair, donc là, en bas, c'est les CLIC. Ensuite, en orange, c'est les Maya. En gris, les réseaux de santé. En jaune, les PTA ou les CTA. En bleu, d'autres dispositifs. Et en vert, les dispositifs, les DAC déjà constitués. Alors, ce qu'on peut voir de manière globale, c'est que la proportion des différents dispositifs est très variable d'une région à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde l'Occitanie, il n'y a quasiment pas de CLIC et il y a beaucoup de réseaux. Et à l'inverse, on a, par exemple, en Pays de Loire, on a beaucoup de CLIC et très peu de réseaux. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que c'est quand même pas la même chose un CLIC et un réseau. Même s'ils assurent tous les deux un niveau de coordination, le CLIC est quand même
beaucoup plus orienté vers le médico-social et le social, et un réseau historiquement, pour la plupart en tout cas, était plutôt orienté sanitaire, même s'il y avait des recouvrements. Et donc, quand on met en place des DAC qui s'appuient soit sur un réseau ou soit sur un clic, on n'a pas les mêmes capacités. Et donc, il va falloir compléter dans le DAC l'équipe, soit si on s'appuie sur un réseau avec peut-être un peu plus d'acteurs provenant du social, et inversement, si on s'appuie sur un clic, il n'y avait pas de réseau, eh ben, il va falloir s'entourer de plus d'acteurs venant du sanitaire. Alors, la question peut-être que vous allez vous poser, tiens, on est une région un peu atypique, donc je suis allée re-regarder les données, c'est quoi autre ? En fait, il s'avère que vous avez dans votre région ce qu'on appelle des pôles, enfin vous aviez des pôles gérontologiques, pôles autonomie, et puis, donc je crois que c'est en Meurthe-et-Moselle, des services PA-PH. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ces autres qui n'existent pas dans d'autres régions. Alors, il y a aussi donc ce déploiement disparate, le fait que les territoires de coordination ne sont pas toujours bien calés sur les flux des personnes âgées. C'est-à-dire que des fois, on a pris des territoires calés beaucoup sur des départements ou sur des limites de départements, alors que, par exemple, le centre hospitalier, voire le CHU, va être sur un autre département. Donc, il va falloir voir comment organiser les choses pour que la coordination se fasse avec les professionnels indispensables pour cela. Donc, je ne vous parle pas de ce qui peut se passer en région parisienne, où là, ça va dans tous les sens. Donc, il y a besoin d'avoir aussi une coordination, ou dans les grandes métropoles en général, où on n'a pas forcément le territoire. La personne, elle est dans un plus grand territoire que juste son quartier, parce que l'offre, elle va aller la chercher ailleurs. On a aussi donc un rapprochement des dispositifs de coordination qui va être variable selon les territoires et qui a été impacté par la Covid. Donc ça, c'est ce que j'ai pu voir dans la deuxième enquête, et on a pu voir que il y a eu vraiment des rapprochements qui ont été facilités. Donc, entre les dispositifs de coordination, aussi des fois avec les CPTS naissantes, mais ça ne s'est pas passé de la même façon partout. Donc, en fait, au final, on va avoir plusieurs cas de figure. On a, dans certains cas, heureusement, ce n'est pas les plus fréquents, mais quand même, dans un nombre significatif de territoires, une absence quasi totale de potentiel de coordination. C'est-à-dire que le DAC, quand il est créé, il s'appuie juste sur l'équipe de la Maya parce qu'il n'y avait pas de clic, il n'y avait pas de réseau, il y avait rien. Donc il y a des maisons de santé, mais il n'y avait pas ce potentiel. Il y a le deuxième niveau, peut-être le plus fréquent. Donc il y a l'existence soit d'un ou plusieurs clics, d'un ou plusieurs réseaux ou PTA. Et là, on va avoir un DAC qui sera, comme je l'ai expliqué à l'instant, plutôt à valence au départ, en tout cas médico-social ou sanitaire, donc il va falloir qu'il étoffe dans la compétence qu'il a le moins. Et puis, on va avoir, dans certains territoires, des territoires où il y a déjà clic et réseau, ou PTA, et alors, en plus, dans les cas vraiment idéaux, où ils travaillent la main dans la main, et à ce moment-là, on va avoir un DAC équilibré, qu'il va falloir étoffer pour la polyvalence par rapport au nouveau public, en tout cas renforcer des coopérations avec de nouveaux acteurs, mais on part avec plus d'avance que par rapport aux autres configurations. Alors, les territoires expérimentateurs par RPA, en tout cas pour ceux qui ont bien fonctionné, parce qu'il y en a où ça n'a pas bien fonctionné, on voit à ce moment-là que la CTA devient préfiguratrice du DAC. Voilà, donc au final, de grandes inégalités entre les territoires par rapport aux besoins des populations et au potentiel des dispositifs de coordination. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Donc, ça sera ma dernière diapo. Donc, d'avoir une approche graduée pour accompagner les territoires. Donc, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que pour les territoires qui fonctionnent déjà bien, voire même assez bien, il n'y a pas forcément besoin d'un accompagnement très important des tutelles. Par contre, des incitations financières pour aider à développer des nouveaux projets, pour répondre à des besoins prioritaires de population seront les bienvenus, parce que l'idée, c'est de continuer, poursuivre dans la dynamique. Deuxième situation, quand on a notamment des territoires moins avancés où les coopérations sont plus difficiles, hein, on a, il faut bien le dire, des cas où les gens n'ont pas réussi à s'entendre, il y a des guerres de tranchées, et là, il faut arriver à trouver une solution pour le bien de tout le monde, hein, de la population, mais aussi des professionnels qui sont dans ces structures. Et peut-être qu'il faut un accompagnement organisationnel juridique plus important. Et un troisième cas où là, il faut encore plus de soutien, notamment quand on est dans ce qu'on peut appeler des déserts de coordination, souvent qui se couplent à des déserts médicaux, ou en tout cas de professionnels. Et là, il faut arriver à... Parce que sinon, on est dans l'effet Mathieu, c'est-à-dire qu'on donne à ceux qui ont déjà, et puis ceux qui n'ont pas, ils suivent pas, et puis ça creuse le gap, et on a des zones quasi blanches, même si on a sur le papier, il y a un DAC, mais il ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'a aucun relais, il peut déléguer à personne. Et donc là, il y a un vrai besoin d'un plan financier et d'ingénierie, peut-être en regardant objectivement qui sont les acteurs présents. Il y a peut-être un hôpital de proximité ou des maisons de santé qui peuvent être porteurs, et petit à petit, on peut arriver à mieux structurer la réponse aux besoins des personnes. Et ça veut dire aussi qu'il y a un bon accord entre conseils départementaux et ARS. Et dans ce cadre-là, donc moi j'ai présenté ces propositions donc à la direction de la CNSA, qu'il puisse éventuellement y avoir une contractualisation, hein, puisque dans sa nouvelle convention d'objectifs et de gestion, la CNSA a cette possibilité de contractualiser à la fois avec les conseils départementaux et les ARS pour peut-être sur certains territoires, on va dire zones prioritaires, apporter cette aide à l'ingénierie et faire, on va dire, émerger une offre et un potentiel de coordination ad hoc. Voilà, donc former les professionnels de l'ARS aussi à l'accompagnement d'équipe, la conduite de projets et du changement, à la négociation et à la médiation. Dans les formations donc, que je faisais à l'EHCSP, on avait des chargés de mission en ARS qu'on mélangeait avec des responsables des équipes des DAC, et c'était très positif de les avoir ensemble pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, et puis aussi on avait des éléments sur la conduite du changement, etc., la communication, et je pense qu'ils étaient très contents de pouvoir bénéficier de ces formations. Et enfin, favoriser des démarches d'intelligence collective autour de projets spécifiques de territoire, et de former les différents professionnels, à commencer peut-être par les responsables de DAC, mais ça peut être aussi les CPTS, voire d'autres acteurs, à réunir les acteurs sans forcément qu'il y en ait un qui domine l'autre, et être très concret avec du design thinking, où on avance étape par étape pour construire un projet adapté avec les besoins du territoire. Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Duval, je suis le médecin coordonnateur de la clinique du Parc à Charleville-Mézières, un territoire un peu particulier, le territoire ardennais. Et en fait, vous parlez de plein de belles choses, coordination et ainsi de suite. Et c'est vrai que de par les politiques publiques de santé, on entend beaucoup parler de ça, mais je trouve qu'il y a un angle mort, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de professionnels à coordonner, en fait. Et ça se voit principalement dans les Ardennes, hein. On nous parle de Parcéo, moi le premier, je me suis mis dessus, mais je parle avec personne, enfin très peu de gens en fait.
parce qu'il n'y a plus que des médecins traitants vieillissants qui s'en vont en retraite dans 2-3 ans, qui ne veulent pas s'y mettre parce que bon voilà, ils vont bientôt partir. Moi, dans la clinique de SSR, tous les patients à chaque fois, c'était le cas en 2021, en 2022, ceux qui passent Noël et les fêtes chez nous et quand ils sortent, ils disent j'ai plus de médecin traitant. Je trouve qu'on met beaucoup l'accent sur les parcours de soins, ainsi de suite, mais de l'autre côté, il y a les négociations tarifaires avec les médecins traitants, il y a la loi RIST. Par exemple, à Charleville, comme on dit, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais on est tellement peu attractif pour les médecins dans leur pratique que pour recruter des pédiatres, des gynécos, des anesthésistes pour éviter que la maternité ferme, la seule chose qu'on sait faire, c'est leur proposer d'avoir un nom de rue dans la ville. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, parce que toutes ces idées, la coordination, je trouve ça très très important, mais avec qui moi je vais me coordonner en tant qu'SSR s'il n'y a plus de médecins traitants, s'il n'y a plus d'infirmières libérales, s'il n'y a plus de kinés libéraux, en fait. Voilà. Est-ce que c'est pas la question centrale, Marianne Bloch? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui coordonnent pour peu de soldats. Alors, je suis absolument d'accord avec vous. Dans notre livre de 2014, on avait écrit ça, c'est-à-dire que la coordination, elle se pose à partir du moment où il y a des professionnels, quoi. Et la première question à se poser, c'est effectivement, notamment dans les territoires, on va dire de niveau 3, quand on a plus de professionnels, voilà, le problème, on n'en est même pas à ce niveau-là de coordination. Et donc, je ne résume pas la politique publique à la coordination, hein. Je suis bien d'accord avec vous et que tous les axes, d'ailleurs, hein, bon là j'ai écrit un autre rapport sur la transformation de l'offre pour les personnes âgées et personnes handicapées, où je parle de l'attractivité des métiers, de l'évolution des métiers, qu'est-ce qui va faire que on va, de manière générale, alors encore plus peut-être dans certains départements, va faire que les gens non seulement ne quitteront plus leur poste, mais ils resteront et on en fera venir des jeunes. C'est vrai que c'est un vrai sujet, mais c'est pas complètement, comment dire, il y a quand même des interactions, c'est-à-dire que si on donne les moyens d'apporter une meilleure qualité, enfin une fois qu'on a les personnes qu'il faut, ça va être plus satisfaisant pour les professionnels de voir qu'ils vont avoir un retour sur qu'est-ce qui se passe pour la personne, donc de l'impact de ce qu'ils ont fait, voilà, ils participent à une équipe, voilà, donc ils sentiront moins dans l'impuissance et peut-être que ça peut participer d'une meilleure attractivité. Mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait des professionnels et moi je plaide, je suis une systémiste, hein, sur des approches très globales qui dépassent largement de ce qu'on fait dans le cadre du système de santé. Je pense qu'il faut avoir des approches par territoire, de politique, de la ville, du territoire, de refaire venir de la culture. Enfin, c'est pas juste en donnant une petite prime pendant 2 ans qu'on va réussir à fidéliser, à faire rester des professionnels, quoi. Enfin, on le voit dans l'installation des médecins, il y a tout un ensemble évidemment de critères qui jouent sur la scolarisation des enfants, sur les aspects culturels. Là, il y a le fait que le conjoint puisse avoir un métier ou pas. Bon, c'est vrai qu'il y a le télétravail qui en partie peut faciliter certaines choses. Est-ce qu'on en a conscience, ça, plutôt dans les sphère plus décisionnelle, des aspects de terrain, parce qu'on le raconte, on voit des chiffres, mais est-ce qu'il y a la matière présente à l'esprit, le côté un peu incarné de ces difficultés de territoire, où finalement on essaie d'être le général d'une armée qui n'existe plus ou qui... Moi je pense, là je parle, alors c'est vrai que c'est peut-être moins pire entre guillemets que dans votre région, mais puisque je connais bien l'ARS Île-de-France, la priorité de la directrice générale de l'ARS Île-de-France, c'est l'attractivité et les conditions de travail pour les professionnels de santé, hein. Elle l'a clairement mis en premier, quoi. Et c'est une condition pour avoir une réponse. Enfin, si on veut apporter une bonne réponse aux personnes, qui in fine, voilà, c'est ça, mais il faut ça on en passe par aujourd'hui. Et ça fait longtemps, moi, que je le dis. J'ai toujours dit, il faut vraiment regarder les deux en même temps. C'est-à-dire à la fois la qualité pour les personnes et la qualité pour les professionnels, la qualité de vie de travail. Plus les professionnels seront dans des bonnes conditions, plus ils pourront apporter une meilleure réponse aux personnes. Donc c'est un problème qu'il faut vraiment prendre les deux en même temps. Mais c'est pas simple, hein, on est dans la complexité et donc le risque, c'est d'avoir des approches simplistes, enfin des réflexions simplistes
et qui peuvent être politiquement faciles à porter, mais concrètement qui n'apportent pas de fruits. Donc ça demande un vrai travail de fond. Donc ça participe, moi je pense, de ce qu'on appelle le développement durable, d'avoir une vision à long terme des politiques, ce qui n'est pas toujours encouragé avec les systèmes électifs français, des courts termes, etc. Vous avez remarqué d'ailleurs, souvent quand on parle à l'échelon national, on dit aux personnes de terrain, il ne faut pas avoir une approche simpliste, et les personnes de terrain renvoient à l'échelon national, ah oui, il ne faut pas être déconnecté. Donc il y a toujours cette question de la déconnexion, la question de la simplification. Quand on est à l'échelon national, on voit toute la complexité des problèmes. Mais il y a ces problèmes de déconnexion quand même. Voilà. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai ce double, une complexité et en même temps approche design, c'est-à-dire qu'on avance pas à pas. L'idée c'est quand même d'avancer, quoi. Et c'est parce que sinon on se décourage, et on peut faire des choses progressivement. Faut identifier quels sont les leviers les plus importants. Il y a des gens qui sont plus moteurs que d'autres. Faut les aider, leur donner des moyens pour pas qu'ils s'épuisent. Et à propos des moyens, c'est quoi l'effet Mathieu? Alors, parce que Mathieu Birban va parler, justement. Est-ce que c'est donner tout l'argent à Mathieu Birban, par exemple? C'était l'une de mes questions. Pourquoi l'effet Mathieu? J'ai pas bien compris. L'effet Mathieu, en fait, alors, je sais pas si ça a un lien, je crois que ça a un lien avec les évangiles, c'est de dire que on donne aux gens qui ont déjà. Voilà, c'est ça, c'est Saint Matthieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Il doit avoir une relation avec ça, je pense. Voilà. Et parce que on voit dans les appels à projets, les grosses structures qui ont une cellule de montage de réponse aux appels à projets vont avoir beaucoup plus de capacité à décrocher des projets qu'une petite structure qui va bricoler sa réponse. Sauf à ce que, moi ce que j'ai suggéré, c'est qu'il y a un appui au montage de projets pour les petites structures pour qu'elles puissent, parce qu'elles ont des fois des très bonnes idées, et qu'on ne se retrouve pas qu'avec des monstres parce que tout le monde englobe tout le monde et à la fin ça fait des trucs ingérables. Et moi je suis plutôt pour small is beautiful, enfin garder en tout cas une taille humaine, c'est permettre à chacun, quelle que soit sa structure, d'apporter les idées les plus pertinentes. Autre question, Mathieu Birban, puis je crois qu'on aura une autre question ici. Oui, alors, juste une remarque par rapport à ce que disait Yann. Il y a peut-être aussi une histoire de temporalité, c'est-à-dire que malheureusement, la simplification de l'appui à la coordination, elle s'est faite un peu tard par rapport à cette problématique de démographie et d'attractivité des métiers de la santé. Juste pour mémoire, le pourcentage d'acteurs dédiés à la coordination en appui sur les territoires, dans les Ardennes, par exemple, on a 10 coordinateurs d'appui, on a 200 médecins traitants, on a 300 infirmières, enfin voilà, donc on est quand même dans des volumes bien plus faibles que les professionnels de santé, et c'est heureux. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur ce point-là. Moi, il y avait une question, j'arrive pas à comprendre comment les décideurs publics sont aussi faciles à créer des dispositifs toutes les 2 secondes. Nous, on le subit de plein fouet depuis 6 ans. Je crois qu'on s'est réformé 3 fois. C'est juste infernal. Pour les professionnels, c'est illisible. On est toujours en train d'expliquer pourquoi ça change de nom. Plus personne n'arrive à s'y retrouver. On crée des troubles neurocognitifs chez tous nos professionnels de santé. C'est quand même juste affligeant. Et on voit la gabegie un peu du système où là, vous le montriez bien, notamment là maintenant, c'est dans le handicap. On a créé 10 dispositifs en parallèle de la simplification des dispositifs sur la gérontologie. Enfin, et pour nous, c'est juste dingue aussi. Oui, si on posait la question, déjà trouver les acronymes, c'est pas sûr que tout le monde le trouverait, mais le périmètre aussi qu'il y a derrière chaque acronyme. Qu'est-ce qui fait qu'au ministère, il soit aussi agile pour créer des dispositifs comme cela, et pourquoi il y a cette frénésie à toujours en créer plus? Qu'est-ce qui se passe dans cette machine là-haut? Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cette affaire? Alors, je peux vous dire ce qu'on avait écrit en 2014, mais qui, à mon avis, n'a pas beaucoup évolué. C'est qu'il y a un phénomène, là aussi, de turnover. C'est plutôt les cabinets que les services du ministère, en fait, qui créent. Donc, c'est très politique. C'est pour dire qu'on fait quelque chose. Donc les réseaux de santé, alors moi j'avais fait le tableau, les réseaux de santé ils ont été créés, alors donc plutôt c'était porté par la DGOS. Donc ensuite on a eu les Maya, c'était le plan Alzheimer, donc c'était le plan Sarkozy, et puis ensuite on est repassé à gauche, et là c'est Marisol Touraine, programme PAERPA. Donc
Et puis, voilà, en fait, c'est beaucoup lié à un effet d'annonce, quoi, à vouloir dire qu'on a fait quelque chose avec des effets... donc, il n'y a pas de mémoire, hein, les cabinets. Moi, je suis effarée. Pour ça que je suis très sollicitée, parce que je suis une des rares personnes qui ait la mémoire de ce qui s'est passé, parce que je suis rentrée dans le bazar, entre guillemets, en 2006. Hein, donc, ça fait maintenant 17 ans en étant à la CNSA. Mais il y a quasiment personne qui a cette connaissance historique de tout ce qui s'est passé. Donc il y a une sorte de méconnaissance de ce qui a existé, incompréhension des fonctionnalités. Les Mayas, il y a des tas de gens qui n'ont pas compris ce que c'était. PAERPA, ceux qui étaient dedans, ils savaient ce que c'était, mais les autres, ils ne savaient pas. Et qui fait qu'on croit améliorer les choses. Quand j'ai vu arriver les DAC, moi j'ai dit au secours. Et puis là, les comités 360 et les acteurs étaient à peine au courant les uns des autres. Donc, la coordination nationale s'améliore entre, on va dire, les administratifs. Après, au niveau politique, c'est pas encore ça. Heureusement, il y a des rapports. La Cour des comptes régulièrement montre que ça coûte cher, etc. Il y a des besoins économiques, donc ça va peut-être pousser les acteurs à... Alors, sauf qu'il y en a qui continuent à faire des choses sans donner de moyens. Donc, voilà, les comités 360, par exemple, elles ont pas... Enfin, la réponse accompagnée pour tous, il y avait 100 000 euros par territoire, quoi. C'était rien, quoi, pour tout faire. Et donc, on saupoudre, quoi. Alors, j'espère que quand j'ai sorti mon tableau, là, tout ça, ça a été assez parlant. Je pense qu'il y a une sorte de renvoyer un peu une image, que ça soit que les gens s'en emparent, hein, les pouvoirs publics, un certain nombre de corporations, enfin, je sais pas, les URPS, enfin, tout le monde peut se saisir maintenant de ces données et d'interpeller les pouvoirs publics en disant la prochaine fois qu'on vous propose un nouveau truc, mais attendez, là on vient juste de nous parler des CPTS, qu'est-ce que vous allez faire avec un nouveau bidule? On n'a même pas encore commencé à fonctionner. Merci de ce retour en arrière dans l'histoire et de ce millefeuille. Souvent, les infirmiers libéraux nous disent en effet stop aux acronymes incompréhensibles, des fois avec des fautes. Je pense notamment aux infirmières azalées à qui on met souvent un Z. Personne ne sait ce que ça veut dire. Et c'est intéressant de voir que dans le millefeuille que vous nous avez présenté, les CPTS, dans la loi de santé présentée par Madame Harris, celle qui concerne les paramédicaux, a exclu les CPTS. Alors, puisque vous avez en effet fréquenté les ministères et les personnages politiques qui ont tous voulu asseoir une loi à leur nom, comment est-ce qu'on explique que les élus de la nation ont voté contre les CPTS pour l'accès aux soins? C'est assez intéressant puisque les paramédicaux sont donc, pour ceux qui ne sont pas en exercice coordonné, vont être exclus des CPTS pour faciliter l'accès aux soins. Et si on est en déserts médicaux dans certains départements de la région, la pénurie infirmière est installée puisque moi, en tant que présidente de l'ordre, j'ai des appels de patients qui ne trouvent pas d'infirmiers pour des soins, soit des soins un peu qui rapportent peu, 3 € à 30 km du cabinet, soit des soins très complexes avec des malades très lourds que les infirmiers ne peuvent pas prendre en charge parce que trop lourds. Donc c'est intéressant un peu aux deux extrêmes, quoi, finalement. Oui, aux deux extrêmes, voilà. Je n'avais pas connaissance de cette information. Enfin, pour moi, dans les CPTS, il y a tous les acteurs du territoire, donc les libéraux sont évidemment, bien évidemment, infirmiers ou médecins ou autres professionnels de santé, pour l'accès aux soins. La dernière loi qui a été présentée la semaine dernière en commission paritaire mixte, d'accord. La loi RIST qui concerne les paramédicaux, pas celle votée en 2021, celle qui permettait d'ouvrir le champ des possibles pour les orthophonistes, pour les kinésithérapeutes, pour les assistants médicaux, les assistants dentaires, les infirmiers et les libéraux et les infirmiers en pratique avancée. Et bien en fait, les élus de la nation, à l'Assemblée nationale, mais surtout au Sénat, certains groupes politiques ont dit non. Les CPTS sont donc exclus de ce dispositif d'accès aux soins. C'est interpellant puisque d'autres élus ont souhaité inscrire les CPTS comme un nouveau dispositif de construction de la santé. La prévention, l'accès aux soins, les urgences, la coordination. Donc les infirmiers libéraux nous disent
stop, arrêtez. Donc c'est difficile à penser l'avenir. Donc on est dans un changement de paradigme. Et puisque vous êtes universitaire, j'aurais une question. Comment est-ce que dans le changement de paradigme, on va former nos jeunes? J'ai été moi-même 13 ans formatrice à l'IFSI. Comment est-ce qu'on va former nos jeunes médecins, ma fille moi-même interne, à la coordination, puisqu'ils ne vont pas en stage dans ces lieux d'exercice. Ils vont être soit à l'hôpital, soit près d'un médecin traitant. Comment est-ce que ça va rentrer dans leur modèle pédagogique? C'est pas si simple de penser à la coordination quand on ne la rencontre pas, quand on ne la vit pas. Alors, en fait, moi, j'ai fait des travaux de recherche sur les directeurs des soins à une époque, et notamment ceux qui étaient directeurs des IFSI. Et en fait, il y en a qui, déjà, mais sans attendre où on en est, avaient commencé à faire des stages autour du parcours du patient, à reconstituer, etc. Donc, il y a déjà des choses qui peuvent se faire. Et moi, je pense qu'il faut vraiment pousser. Ça fait partie des recommandations. Je n'ai pas tout développé, mais il y a des recommandations que dans les formations initiales de tous les professionnels, il y ait et formation à essayer de trouver des temps. Alors, je sais que c'est compliqué à organiser pour la pluriprofessionnalité et de former en même temps des infirmiers, des médecins, des kinés, des pharmaciens, d'autres, autour peut-être d'une situation ou d'un groupe de patients pour avoir une approche interprofessionnelle, quoi. Oui, bonjour Madame Bourrel de la MSA. Juste pour un peu compléter ce qui se dit, il y a quand même heureusement des choses qui se font. En MSA, on essaie de déployer quelque chose qui s'appelle EducTour et qui va justement dans les universités, dans les écoles, pour faire travailler ensemble ces futurs professionnels sur un sujet de coordination, et ensuite ils vont proposer le travail qu'ils ont effectué auprès des CPTS. Donc il y a des choses qui commencent à faire jour, mais... Et ça marche bien auprès des jeunes, je pense. Parce que je pense que dans les jeunes générations, on cherche vraiment du collectif. Les gens sont intéressés justement de travailler ensemble. Il y a quand même, ça rassure, en fait. Ça on l'évoquait un peu ce matin. Les jeunes professionnels à aller sur des territoires qui sont peu couverts, sachant qu'ils vont pouvoir faire de la coordination, travailler ensemble, ne pas être seuls, etc., etc. Donc, ça peut être aussi des facilitateurs. Oui, ce qui est redouté, c'est de se retrouver sur un territoire un peu seul et démuni, surtout quand on démarre son métier. Là, le fait d'avoir quelque chose de collectif, ça veut dire aussi un étagement des âges, des pyramides d'âge différents peut-être. En tout cas, c'est vrai que c'est très demandé par les jeunes et c'est sûrement quelque chose à développer. Juste avant de vous laisser continuer sur le troisième thème, Marie-Hélène Bloch, juste vous avez souligné un point qui est qu'on travaille beaucoup dans les ministères. Parce que quelquefois sur le terrain, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on travaille énormément dans les ministères et pas qu'au ministère de la Santé, dans les ministères en règle générale. C'est par contre peut-être trop. Mathieu Birban a rappelé à quel point on est imaginatif en matière de dispositifs et à quel point la mémoire n'est pas conservée au sein même de l'État. C'est ça qui est peut-être un peu inquiétant. Je vous laisse poursuivre sur la troisième phase. Alors, donc on va passer justement à certains points qu'on vient d'évoquer à l'instant sur le rôle des professionnels, notamment ceux qui exercent un rôle de coordination. Alors, il y a en fait dans les DAC, mais de manière plus générale, on peut distinguer deux niveaux. Donc le niveau de coordination clinique, donc la gestion du parcours de la personne, donc auprès de la personne, et un niveau de coordination territoriale, donc d'animation territoriale, donc de travailler avec l'hôpital, avec l'HAD, avec les EHPAD, avec des structures, des maisons de l'adolescent, etc., etc. Alors, c'est des missions qui étaient préexistantes à la naissance des DAC, mais qui se sont un peu complexifiées du fait de l'exigence de polyvalence. En gros, quand même, le gros des forces était quand même plus pour les personnes âgées, même s'il y avait des réseaux spécifiques, diabète, cancéro, soins palliatifs en majorité. Et aussi donc une forme de concurrence entre acteurs, et je vais expliquer ce qu'il y a derrière cette notion de concurrence, avec des gens qui ont des fonctions proches, voire similaires. Et donc il y a aussi donc derrière tout ça, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, des enjeux de formation, d'accompagnement et de clarification. Alors
là, je reprends un tableau qui était dans notre livre de 2014. Donc, si on regarde deux grandes catégories, hein, donc cette coordination clinique et coordination territoriale, on voit donc qu'on a ce qu'on appelle plutôt des coordonnateurs de parcours pour la coordination clinique et ce que nous, on avait appelé coordonnateurs d'innovation au niveau coordination territoriale, parce que le plus souvent, c'est des personnes qui vont porter des projets, on va dire, de changement, innovants, et fédérer un certain nombre d'acteurs qui veulent faire évoluer des structures ou qui vont avoir un projet plus ponctuel. Alors, si on veut voir qui sont ces coordonnateurs de parcours, il y a bien évidemment les médecins généralistes, hein, qui sont les premiers coordonnateurs professionnels désignés. Bon, ça peut être aussi, dans certains cas, dans certains territoires, quand on manque de médecins, ça peut être le pharmacien qui, de facto, peut jouer aussi ce rôle. Et puis, donc, on va avoir des gestionnaires de cas, enfin, ce qu'on appelait gestionnaires de cas, donc dans le cadre des Maya, mais qui continuent, selon les modèles choisis par les DAC, à fonctionner au sein des DAC. Et puis des coordinateurs un peu spécialisés et polyvalents, c'est-à-dire qui vont être à cheval, qui vont avoir cette dimension d'accompagnement individuel, mais aussi un rôle au niveau du territoire aussi pour porter certains projets ou travailler sur certains processus de manière un peu générique avec d'autres acteurs du territoire. Alors on a, ça c'est des exemples d'acteurs. Donc il y a évidemment les DAC, mais il y a aussi par exemple l'Association française pour la myopathie qui avait mis en place dans les années 89, donc il y a très longtemps, ce qu'ils appelaient les techniciens d'insertion qui sont rebaptisés référents de parcours. Il y a, on peut trouver par endroits des coursiers sanitaires sociaux, il y a les intervenants des équipes relais handicap rare. Et puis donc pour ces coordonnateurs spécialisés polyvalents, on va avoir les référents de parcours DAC. Alors ce que j'appelais 1, ça veut dire que selon les DAC, il y en a où c'est le même qui fait les parcours plus ou moins complexes, puis dans certains, ils ont spécialisé ceux qui vont être plutôt sur les parcours moins complexes par rapport à ceux qui sont sur les plus complexes. Vous voyez, les consultations mémoire, les clics, les infirmières coordinatrices, qu'elles soient en EHPAD, dans les SIAD, des équipes mobiles, dans l'HAD, etc. Donc là, c'est pas exhaustif, hein, c'est des exemples. Alors, si on reprend notre petite pyramide, on voit donc le médecin généraliste, donc c'est plutôt le bas de la pyramide, le coordonnateur polyvalent spécialisé, plutôt le niveau 2, et le gestionnaire de cas, le niveau, entre guillemets, gestionnaire de cas, c'est le haut de la pyramide. Alors, il y a un référentiel qui a été proposé à la demande de la DGOS. Donc, c'est un travail qui a été coordonné par la FACS, hein, donc la Fédération des dispositifs d'appui à la coordination, qui n'est pas réglementaire aujourd'hui, mais enfin qui est sur le site de la Direction générale de l'offre de soins. Et donc je ne mets pas tout le détail, hein, parce que c'est un document de quelques pages, mais donc qui résume en 3 missions les rôles donc de ce référent de parcours santé complexe, donc ce niveau clinique, avec 3 missions. Donc la première autour de la personne, donc à offrir une réponse globale coordonnée, quelle que soit la situation de la personne. Ça veut dire aussi d'être dans un décloisonnement entre les acteurs, notamment du sanitaire, du médico-social et du social, et le droit commun aussi, hein, travailler aussi avec l'éducation nationale, avec l'emploi, ou avec les acteurs peut-être de la culture, et donc de la pluriprofessionnalité. Et puis enfin, donc c'est ce que présentait Mathieu Birban tout à l'heure, donc cette mission 3 d'amélioration et d'évolution des pratiques et des pratiques des acteurs de la coordination de parcours sur le territoire.
Donc, on voit qu'il y a 4 dimensions, auprès des personnes et de leur entourage, auprès des professionnels, au sein de l'équipe du DAC et avec les partenaires acteurs en santé du territoire. Voilà, donc c'est sur le site de la DGOS. Donc nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une exigence grandissante de travail en pluriprofessionnalité, un positionnement délicat parce qu'en fait, on a des professionnels donc, qui sont dits coordinateurs, alors les intitulés peuvent varier, etc., mais qui se retrouvent à être en face de professions très réglementées. Hein, donc les médecins, les infirmiers, qui ont voilà, des ordres, etc. Et parfois, ça peut être, ça va dépendre aussi beaucoup des personnes, mais ça peut être compliqué pour un professionnel, surtout quand il débute, pouvoir développer sa légitimité. Il y a une constellation de coordinateurs qui peut être contre-productive et dont les frontières, les rôles ne sont pas toujours très clairs. Donc on peut arriver à cette situation un petit peu ubuesque. Hein, donc trop de coordination tue la coordination, surtout si on en crée encore de nouveaux. Moi je m'étais amusée à faire la liste, c'est assez étonnant le nombre de professionnels, et à chaque fois qu'ils en sortent un nouveau, je dis mais est-ce qu'ils ont pensé que peut-être on aurait pu demander à tel type de professionnel de faire ça, quoi. Alors, en fait, si on veut comprendre finalement qui fait quoi, qui sont ces coordinateurs, il faut se poser un certain nombre de questions. La première, c'est de savoir s'ils sont spécialisés par type de personne, par pathologie, par type de handicap, s'ils ont une dimension préférentielle, est-ce qu'ils agissent plutôt dans le champ du sanitaire ou dans d'autres dans le champ social, ou dans l'ensemble de ces dimensions. Est-ce qu'ils agissent auprès d'un grand nombre de personnes ou d'un nombre plus limité de personnes? Est-ce qu'ils travaillent à temps partiel ou à temps complet sur ces missions de coordination? Est-ce qu'ils interviennent que sur une seule partie du parcours? Donc, par exemple, avec ces facilitateurs à l'élaboration du projet de vie, eux, ils sont vraiment clairement en amont du parcours. Est-ce qu'ils font aussi bien l'évaluation des besoins, la mise en place du plan, et ensuite le suivi de la mise en place et des réactualisations? Est-ce qu'ils interviennent en établissement ou dans un service uniquement, ou bien est-ce qu'ils interviennent auprès de l'ensemble des professionnels d'un territoire? Et enfin, est-ce qu'ils interviennent que auprès d'une personne ou aussi à un niveau institutionnel? Voilà. Donc entre guillemets, vous avez en face de quelqu'un de vous qui se dit coordonnateur, voilà, vous pouvez vous poser ces questions-là, ça vous permettra de mieux comprendre finalement quel type de coordonnateur c'est. Alors, ils sont, pour ceux qui sont à un niveau de la direction des DAC, ils sont multitâches et sous pression. Alors, donc, si on revient au niveau des coordonnateurs d'innovation, en fait, nous, on avait distingué, mais je vais aller assez vite là-dessus parce que c'est pas le plus important, plusieurs niveaux de coordinateurs d'innovation. Il y a ceux qui sont dans les ARS, hein, les chargés de mission, les référents sur un domaine, les chefs de projet e-parcours, qui vont faire ce que j'appelle un relais traducteur, c'est-à-dire entre ce qui se passe au niveau national, la mise en place d'un plan de santé publique, et ce qui se passe au niveau du terrain, et de faire remonter les difficultés, les besoins, les attentes des professionnels, et d'essayer de conjuguer à la fois, on va dire, ces injonctions descendantes et ces remontées pour être en accompagnement des professionnels et arriver à trouver les solutions les plus pertinentes. Les entrepreneurs de réforme, donc là, c'est typiquement les responsables des DAC, les coordonnateurs des équipes de MDPH, donc qui sont là pour mettre
concrétiser les différentes réformes. Et puis donc j'avais appelé, donc comme je disais tout à l'heure, en travaillant sur les directeurs de soins il y a quelques années, entre guillemets des champions organisationnels, parce qu'ils avaient essayé d'organiser l'hôpital en interne, merci, et aussi maintenant avec les GHT de plus en plus au niveau d'un territoire. Alors, les missions des responsables de DAC nécessitent 5 champs de compétences. Nous, c'est un peu le référentiel qu'on utilise dans la formation des responsables de DAC. Beaucoup de communication, maîtriser un peu à la fois les concepts, mais aussi concrètement donner des exemples, faire des retours d'expérience pour que ce soit pédagogique vis-à-vis des partenaires. Manager une équipe de professionnels, donc qui peut être assez importante, ça peut être 20, 30, 50, 60, ça va dépendre des DAC. Ensuite, réaliser un diagnostic territorial partagé et le mettre à jour. Manager avec agilité un projet stratégique territorial en s'appuyant sur des démarches d'intelligence collective. Et enfin, améliorer les pratiques, mobiliser des réseaux de pairs pour pouvoir bénéficier d'expériences d'autres territoires. Donc ça, c'est notre référentiel d'autopositionnement qui a été établi à l'EHSP, mais aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel national pour ces professionnels. On peut se poser la question, pourtant, il y avait pour les pilotes Maya, ils avaient une sorte de feuille en fait, de mission, mais là, peut-être que ça pourrait être utile d'avoir aussi un référentiel pour ces professionnels. Donc ils doivent être sur beaucoup de fronts, donc la gestion des équipes, l'articulation avec les autres dispositifs, les CPTS, les contrats locaux de santé, les projets territoriaux de santé mentale, les GHT, l'organisation de la gouvernance, qui est un gros morceau, c'est pas simple, surtout au début, pour que tout le monde s'y retrouve, avec les différents collèges, selon les types d'acteurs, avec l'ARS et le conseil départemental, le montage de nouveaux projets, réponse à appel à projet, le projet d'informatisation, donc on en a largement parlé aujourd'hui, et donc ce diagnostic territorial en lien avec cette fonction d'observatoire pour faire remonter les ruptures de parcours ou au contraire des pratiques intéressantes qui font qu'on a amélioré certaines transitions pour les personnes. Et donc une stratégie de communication. Donc vous voyez, ça fait beaucoup pour une petite équipe. Souvent les dirigeants, vous avez un directeur adjoint, c'est 2, 3 personnes. Enfin, ça fait beaucoup de choses sans ce référentiel. Il n'y a pas de repère et leur évaluation, c'est pas très clair sur quelle base on va évaluer ces professionnels. Donc je ne sais pas comment ça se passe en Grand Est, si ça a commencé à fonctionner. Voilà. Donc, difficulté de positionnement, de reconnaissance, manque de formation ad hoc, ce qui peut être difficile, et avec des injonctions paradoxales. Donc, avec un peu ce... Donc là, je suis allée prendre chez une sociologue, Anne-Marie Dujarrier, cette notion d'idéal au travail, c'est-à-dire que quelque part, on dit il faut coopérer, il faut fonctionner en subsidiarité, il faut personnaliser, il faut co-construire. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de travail, il y a une partie aussi administrative très lourde, il y a à construire des réseaux informels, et voilà. Donc peut-être qu'il faut se dire que les choses vont prendre du temps, on peut avancer, mais que ça avance peut-être pas aussi vite que les pouvoirs publics peuvent des fois l'espérer. Donc, pour terminer, nos propositions, préciser par voie réglementaire les grands principes. On ne demande pas à avoir un truc de 30 pages, mais les grands principes des attentes pour les missions, les activités, les compétences de ces différents professionnels. Des formations à mettre en place au niveau des différentes universités pour les référents de parcours de santé complexe, avec un pilotage national entre le ministère de la Santé et l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui aujourd'hui fonctionne vraiment pas très bien. Poursuivre donc la formation que nous on a mis en place au niveau de l'EHESP
en essayant maintenant de décentraliser en région avec des formations à l'intelligence collective, en impliquant donc ces chargés de mission ARS, mais aussi je pense qu'il faudrait que les conseils départementaux puissent être associés. Voilà, l'intelligence collective. Et puis, ça rejoint la question qu'on a vue tout à l'heure, c'est de développer finalement la coordination et cet accompagnement des parcours comme des opportunités de carrière et d'attractivité dans un moment où les gens se posent beaucoup de questions. Et enfin, à alléger les procédures de reporting des dispositifs de coordination qui étaient très lourdes. Alors quand ils étaient à être avec un financement conseil départemental, ARS, projet, etc. Voilà, moi j'ai vu des équipes passer un temps fou sans avoir en plus le système d'information permettant rapidement de donner les indicateurs demandés. Voilà, et conforter le rôle des collectifs des professionnels, donc comme la FACS, en leur donnant les moyens qu'il faut, parce qu'ils sont très sollicités aussi par les pouvoirs publics, donc leur donner les moyens de travailler. Et voilà, et savoir aussi bien communiquer, parce que moi je suis encore étonnée de la méconnaissance des DAC, notamment, par rapport à un certain nombre de professionnels du territoire. Donc trouver un moyen même si le DAC essaye de se faire connaître, voilà, d'avoir un discours cohérent, que l'assurance maladie ait le même discours que l'ARS, que le conseil départemental sur ce que les DAC ou les CPTS d'ailleurs aussi peuvent apporter. Voilà, je termine. Ouais, je vois que l'heure a passé, on est à 38. Donc des signaux positifs quand même pour terminer. Donc un peu plus de coopération nationale. Il y a le Conseil national de la refondation qui prône quand même une approche par intelligence collective. Donc je pense que ça peut être prometteur. On voit quand même encore, malgré tout, beaucoup de professionnels de terrain qui restent très engagés. Et il y a toute une nouvelle génération qui sont demandeurs de sens dans leur travail. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur cette dernière partie ou sur l'ensemble de mon exposé. Merci Marie-Aline Bloch. Des questions ou des remarques? Est-ce que vous vouliez intervenir pour trouver aussi un écho à ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez retrouvé quelques questions qui se posent au niveau des DAC dans l'intervention? Mathieu Birban, je vous cible plus particulièrement. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait peut-être cadrer un petit peu la question du service rendu des DAC, etc. Mais enfin, le sentiment que j'ai et ce qu'on essaye de travailler, nous, dans l'association, en lien avec les professionnels qui sont ici dans la salle ou d'autres, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte, moins d'être dans un cadrage national, mais plutôt d'être dans un cadrage opérationnel, savoir ce qu'eux attendent de nous. Et peut-être que ça ne ressemblera pas du tout à ce que va faire le DAC en Bretagne ou je ne sais pas trop où ailleurs, mais en fait, on s'en fiche. Étant entendu que si ce qu'on fait a du sens pour eux et que du coup, notre action leur sert vraiment et en appuie, et ben du coup c'est ça qui a du sens. Si ici notre sujet c'est plutôt la liaison ville-hôpital, ou si là-bas le sujet c'est plutôt la problématique entre les EHPAD et le domicile, je sais pas, mais enfin voilà, je pense que le rôle de notre action et notre organisation doit être moins formalisé au niveau national que adapté aux besoins territoriaux. Oui, on est sur la coordination locale, quoi. Donc, oui, c'est ça, et de s'adapter à la réalité des besoins du territoire qui, objectivement, sont sachant pas les mêmes. Même dans dans une région Grand Est, entre les Ardennes, la Marne et le Bas-Rhin, c'est pas la même chose. Il y a un tout petit poil de différence. Oui, alors moi là-dessus, je vous rejoins beaucoup. Je suis dans des approches que j'appelle d'évaluation réaliste où le contexte est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... donc je pense qu'on doit rester à des niveaux de principes généraux sur des recommandations, qui est effectivement de solliciter les professionnels. Il y en a qui ont fait un travail très intéressant, même en amont, de faire une petite enquête auprès d'un panel de professionnels, en leur disant ça serait quoi vos attentes, enfin, qu'est-ce qui à court terme, quels sont vos sujets, etc. Et de travailler sur, on va dire, un certain nombre d'axes et d'avancer et puis d'évaluer par rapport à ça. Voilà. Vous nous aviez demandé effectivement la sortie de l'hôpital ou les aidants ou les personnes qui ont des problèmes psychiatriques ou je ne sais quoi. Travaillons concrètement sur chacun de ces points
avec vous d'ailleurs, parce que voilà, on entend ça, enfin, si vous êtes partant, avec des gens qui pourront être des acteurs de ce type de réponse. Et après, on fera un bilan dans 6 mois, dans 1 an, sur où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a atteint ce qu'on souhaitait, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui marchent bien, et puis d'autres, c'est pas encore ça, comment, voilà. Donc moi, je suis beaucoup, effectivement, pour des histoires de boucles, et pas d'imposer une grille qui pourrait être très impersonnelle et pas adaptée, et qui obligerait à rentrer sans critères, en demandant beaucoup de travail et qui finalement apporterait pas la réponse souhaitable. Surtout que même si les territoires sont différents, on est aussi dans une époque où il y a beaucoup enclenché cette question de retour d'expérience. Donc il n'est pas dit qu'il y ait certaines expériences qui ont lieu à certains endroits qui n'intéressent pas des DAC à d'autres endroits. Et finalement, il y aurait une forme d'alignement, mais en conservant les spécificités. Ouais. Après, l'autre chose, moi j'ai vu aussi des projets de CPTS, j'ai discuté avec des porteurs de CPTS. On construit avec l'existant, quoi. C'est-à-dire que il va y avoir tel acteur qui est plus sensible, je sais pas, aux personnes insuffisants cardiaques d'un territoire, etc. Et avec qui on va pouvoir commencer à faire des choses et qui peut-être après peuvent être transposées sur d'autres types de pathologies. Donc il faut être aussi voilà, faut être concret et réel. Et puis s'il y a des forces vives, faut y aller, quoi. Puis après, ça peut faire boule de neige, quoi. Ça attire d'autres en disant ouais, c'est chouette ce que vous avez fait dans votre domaine, nous on serait intéressé aussi, voilà, pour le diabète ou pour je ne sais quoi, ou pour les migrants ou pour. C'est juste pour rebondir sur ce que dit Mathieu Birbon, avec lequel je suis tout à fait d'accord. Là, tout ce que vous proposez, concrètement, on fait comment ? Si on veut se coordonner dans notre région, si on veut agir, si on veut mettre tous les gens, on appelle qui ? On fait appel à qui ? Effectivement, au niveau national, il y a plein de choses qui se décident. C'est des choses. On voudrait appliquer ça à tout le monde. Chaque cas est unique, chaque région est unique. Et on voit même avec mon voisin, on ne vit pas du tout les mêmes difficultés. Donc si on veut coordonner, il faut faire des diagnostics précis avec des gens qui connaissent le terrain. Nous, on est tout prêt à vous dire un petit peu, enfin pas vous, mais à dire ou à exprimer quelles sont nos difficultés, quels sont nos besoins. Concrètement, on sait tout ça. On sait comment agir, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas l'aide suffisante. Donc l'aide, elle est donnée sur le plan national en disant faites ci, faites ça, répertoriez ci. C'est très bien en théorie, sauf que c'est absolument pas applicable en pratique à certaines populations. Donc nous, on est prêt à collaborer, on est prêt à se coordonner. On fait comment ? À qui on s'adresse, qui va venir vers nous faire un diagnostic, qui va nous aider, qui va nous donner les moyens. En fait, c'est quoi l'escalade pour pouvoir se coordonner correctement et surtout faire valoir ce dont on a besoin réellement et l'aide qu'on peut apporter. Parce qu'en coordonnant, non seulement on peut avoir des besoins, mais on peut aussi rendre un grand service. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est là où les DAC sont censés, on va dire... en lien avec les tutelles, ils ne font pas ça tout seuls. Mais l'interlocuteur pour les DAC, c'est ça que vous posiez comme question, c'est finalement quels sont les interlocuteurs c'est l'ARS. Et nous, comme ça, moi, chef de service, je peux contacter l'ARS en disant aidez-moi. Si vous êtes dans un DAC, vous êtes censé faire un CPOM même, donc vous mettre d'accord sur les moyens par rapport à des objectifs. D'accord, ok. Merci. On voit que c'est pas encore entièrement clair, donc s'il y a des questions, forcément. Après, je pense que vous êtes dans une région où c'est très récent en fait. Vous venez juste démarrer par rapport à d'autres régions. En Ile-de-France, ils ont déjà leur CPOM. Ils ont déjà, parce qu'ils ont 2-3 ans déjà d'historique en DAC. Mais voilà, donc il y a les CPOM. Puis après, il y a aussi des appels à projets qui peuvent vous donner des moyens humains pour monter certains projets. Merci Marie-Hélène Bloch, on peut vous applaudir pour cette présentation. Merci beaucoup.